Bienvenue à tous et merci de revenir pour les vidéos de Crystal Clear Electronics 2. Ceci est la deuxième vidéo du chapitre 20. Dans cette vidéo, nous continuons à discuter des techniques d'économie d'énergie basées sur le logiciel et le matériel. Eldod, peux-tu nous expliquer pourquoi la réduction de la fréquence d'horloge est importante pour nous? La réduction de la fréquence d'horloge est un facteur important car le microcontrôleur est basé sur la technologie CMOS, qui présente l'avantage que dans l'état statique, lorsque le circuit adopte un état logique 1 ou 0, il consomme une puissance presque négligeable. Mais lors des transitions d'état, la consommation d'énergie est significative. Cette méthode est très flexible car elle peut être mise en œuvre à partir de sources d'horloge externes ou internes. La fréquence de leur sortie peut être réduite par des prescalés ou multipliée par le PLL. Très brièvement, j'aimerais expliquer ce qu'est un PLL. PLL signifie boucle à verrouillage de phase. C'est une unité matérielle qui peut, entre autres, fournir à sa sortie un signal d'horloge qui est un multiple de son signal d'horloge d'entrée. Les signaux d'horloge peuvent être facilement configurés dans CubeMX. Puisque nous écrivons le code dans les sections de code utilisateur, le paramétrage du réseau d'horloge peut être modifié et généré ultérieurement sans aucun problème. Après le multiplexeur d'horloge système, nous trouvons le champ 6LK, qui est la source d'horloge principale du processeur. Celle-ci est reliée au prédiviseur AHB qui donne la valeur de HCLK. L'horloge des périphériques est déterminée à partir de celle-ci grâce à un éventuel ajustement fin utilisant les prédiviseurs APBON et APB2. Le signal d'horloge peut être modifié à l'exécution. Revenez au fichier principal.c et trouvez la fonction d'initialisation à l'intérieur. Celle-ci définit la fréquence d'horloge selon le mode sélectionné. Cliquez sur la fonction disable PLL, puis appuyez sur F2 pour voir la définition de la fonction. Vous pouvez voir qu'il active d'abord la source d'horloge HSI, puis attend que le HSI soit actif, puis la définit comme source d'horloge principale, et enfin désactive le PLL. Ensuite, tout ce que nous avons à faire est de réinitialiser la structure RCC, OSC, init dans la fonction de changement du prescalé PLL avec les nouveaux paramètres que nous voulons définir. Si nous revenons dans CubeMX et vérifions la section autour du PLL, nous pouvons voir que nous ne faisons que définir ces valeurs depuis le logiciel. Lors du changement de l'horloge système, la valeur de la latence flash doit également être réglée sur le délai approprié en fonction de la fréquence et de l'alimentation du microcontrôleur, ce qui est nécessaire pour garantir que les données lues depuis la mémoire flash sont correctes. Cela signifie que plus la fréquence d'horloge est élevée et plus la tension d'alimentation est basse, plus le système doit retarder les cycles d'exécution du CPU, compensant ainsi la lenteur de la mémoire flash. Ces valeurs sont également présentées dans ce tableau. Par exemple, à une tension de 3,3 volts et une fréquence d'horloge de 168 MHz, 5 cycles d'attente sont nécessaires. Cependant, il faut veiller à ce que la fréquence d'horloge principale spécifiée pour notre programme ne soit pas inférieure à la fréquence minimale requise par les périphériques utilisés. Cela peut être l'Ethernet, l'USB ou l'Ethernet DC. Heureusement, CubeMX est là pour nous aider et ne nous permettra pas de définir une valeur incorrecte si nous utilisons le configurateur d'horloge. Les performances de calcul dépendent fortement de la fréquence d'horloge, car les instructions sont exécutées de manière périodique. Cela signifie que si la fréquence est réduite, la consommation d'énergie l'est aussi, puisque les commutateurs CMOS changent d'état moins souvent. Cependant, cela ralentit également l'exécution des instructions, maintenant ainsi le contrôleur en mode actif plus longtemps. Par conséquent, si vous avez une tâche exigeante en calcul, augmenter la fréquence d'horloge peut en réalité entraîner une consommation d'énergie moindre pour accomplir la tâche. Pour une accélération supplémentaire, l'ART, ou accélérateur de mémoire adaptatif en temps réel, peut être activé pour accélérer l'exécution de la tâche par le microcontrôleur. Une fois la tâche intensive en calcul terminée, vous pouvez immédiatement réduire la fréquence d'horloge du contrôleur, ou si vous avez utilisé l'accélérateur ART, il peut être utile de le désactiver. De cette façon, il n'y aura qu'un pic bref de consommation d'énergie, puis le microcontrôleur pourra retourner en veille, ce qui n'entraînera qu'une faible augmentation de la consommation moyenne d'énergie. Je pensais réduire la tension d'alimentation de mon système de 5 volts à 3,3 volts. Est-ce que cela affecte la consommation de courant d'une quelconque manière? Bien sûr, si vous réduisez la tension d'alimentation, la consommation de courant diminuera également.
Cependant, il faut faire attention au niveau de tension d'alimentation des composants du circuit. Bien sûr, il n'est pas possible d'utiliser une tension inférieure au minimum requis. En général, vous pouvez descendre jusqu'à 2 volts et demi sans presque aucun problème. Pour les appareils qui nécessitent plus de puissance, comme un écran, il est important de noter que la logique interne de l'écran et les composants qui pilotent réellement l'affichage peuvent avoir des exigences minimales d'alimentation différentes. Ma prochaine question sera différente du sujet précédent. Je sais que le périphérique GPIO est également basé sur la technologie CMOS, donc plus souvent la broche est basculée, plus elle consomme. Si nous utilisons une broche comme sortie, nous en sommes conscients, mais si nous ne l'utilisons pas, alors après réinitialisation, elles sont configurées comme entrée numérique. Cela peut-il poser un problème? Merci, c'est une bonne question. Une broche flottante sensible peut commencer à agir comme une antenne lorsqu'elle est exposée au bruit ambiant. Le phénomène de flottement de la broche est dû au fait qu'à ce stade, il n'y a aucune résistance connectée ni à la tension d'alimentation, ni au potentiel de masse, configuré par logiciel pour la broche dans le contrôleur. Croyez-le ou non, cette condition peut augmenter la consommation d'énergie, et il n'est pas facile de la détecter car le bruit varie à la fois en fréquence et en amplitude. Une solution à ce problème consiste à configurer ces broches inutilisées en entrée analogique, afin que le circuit à déclencheur de Schmitt dans le périphérique devienne inactif, comme illustré sur cette figure. De plus, si vous la configurez en entrée, il est également conseillé de minimiser la vitesse de la broche, réduisant ainsi les rebonds. Cette technique convient particulièrement aux entrées où il est nécessaire de détecter des signaux à variation lente, par exemple pour des boutons poussoirs. Les solutions évoquées jusqu'à présent n'affectent pas réellement les autres composants du circuit puisque nous avons configuré les broches en entrée. Cependant, ce n'est pas le cas pour la solution supplémentaire où la broche est configurée en sortie, par exemple en mode push-pull, puis forcée à l'état logique 0. Dans ce cas, il est important de vérifier les détails du circuit associé pour voir quel effet cette étape pourrait avoir. Merci pour la réponse. Je vous en prie. Et maintenant, parlons un peu de la programmation orientée événement. Orienté événement signifie que chaque fois qu'un résultat est nécessaire pour poursuivre une tâche, il faut essayer de configurer une interruption et ne réveiller le contrôleur que lorsqu'il a réellement une tâche à accomplir. Un bon exemple de ce type d'attente est le cas des communications, mais c'est aussi une technique utile pour un simple clignotement de LED. Avec cette approche, il est possible d'obtenir un fonctionnement beaucoup plus dynamique. De manière générale, si vous avez plus de 3 états de contrôle dans une application, il vaut la peine d'utiliser une machine à état, ce qui augmente également considérablement la clarté. Vous avez entendu parler des machines à état dans le 7e chapitre de Crystal Clear Electronics 2. Nous avons déjà parlé de l'accélérateur ART, mais voyons maintenant ce que ce terme signifie réellement. Balaz, peux-tu résumer cela s'il te plaît? Bien sûr. Un accélérateur ART, c'est dire un accélérateur adaptatif en temps réel, et une fonctionnalité qui permet de charger les instructions depuis la mémoire à l'aide du tampon de prélecture de manière plus efficace à l'intérieur du contrôleur, en tant que partie d'un périphérique flash. Lorsqu'il est actif, il est désactivé par défaut, il précharge l'instruction suivante. C'est la partie de récupération et de données, éliminant l'accès lent à la mémoire flash, et augmentant ainsi le nombre d'instructions pouvant être exécutées dans une unité de temps. De manière optimale, il peut atteindre jusqu'à 2 fois l'accélération du temps d'exécution. Parfait, merci. Maintenant, je vais vous montrer un schéma à ce sujet. Ici, vous pouvez voir le processus de fonctionnement du mécanisme de prélecture. Les instructions sont chargées en alternance. Pendant qu'une lecture de la mémoire flash est en cours, la suivante est déjà en préparation. La partie supérieure de la figure montre la mise en œuvre sans prélecture. Bien sûr, lorsque l'utilisateur ne se préoccupe pas des performances de calcul, mais cherche à minimiser la consommation d'énergie, cette fonctionnalité peut être désactivée. Cela réduit l'utilisation de la mémoire flash, ce qui peut entraîner une diminution de la consommation allant jusqu'à 10%. Bien entendu, cela dépend aussi en grande partie de la quantité de mémoire flash utilisée par le programme. L'extrait de code suivant montre comment activer ou désactiver cette fonctionnalité. Tout d'abord, nous devons vérifier si l'accélérateur est activé.
Sinon, nous pouvons l'activer en mettant en marche le tampon de prélecture nécessaire, ainsi que les caches d'instructions et de données. Si le cache est déjà activé, vous pouvez le désactiver en coupant le même tampon et les mêmes caches. L'optimisation du code peut parfois être une arme à double tranchant du point de vue du débogage, car le compilateur pourrait supprimer des variables importantes lors de l'optimisation si vous n'y prenez pas garde. Ce scénario se produit généralement avec des variables utilisées dans les routines d'interruption. À des fins d'optimisation, celles-ci sont considérées comme des variables inutilisées, car lors de l'exécution normale de ce code, les fonctions de gestion des interruptions ne sont pas appelées sans interruption. Pour éviter cela, nous pouvons utiliser le mot-clé volatile devant les variables. Cela indique au compilateur que nous avons un plan précis pour la variable, donc il doit nous la laisser. Après cela, l'optimisation pour la consommation aura un effet dans le sens où le compilateur ne se comportera plus comme il le fait par défaut, c'est à dire avec O0, mais commencera à interpréter chaque fragment de code selon le niveau d'optimisation défini. Il ne générera plus un assemblage miroir du code C, un pour un, avec la même fonctionnalité, mais essaiera plutôt d'optimiser sa sortie au niveau de l'assembleur, en fonction du type et du niveau d'optimisation. Les méthodes d'optimisation sont abordées plus en détail dans le chapitre 6, donc nous n'allons pas les traiter maintenant. La famille de contrôleurs STM32F4 sur la carte de développement comprend plusieurs périphériques qui prennent en charge l'accès direct à la mémoire, ou DMA pour faire court. Le DMA est une technique de transfert de données qui permet d'échanger des données directement entre la mémoire opérationnelle et le périphérique sans l'intervention du contrôleur central. Dans ce cas, les périphériques contournent le CPU du contrôleur et communiquent directement avec la mémoire. Ainsi, jusqu'à ce qu'une interruption soit reçue du périphérique indiquant la fin du transfert de données, le contrôleur peut être mis en veille. Cette technique permet également d'économiser beaucoup d'énergie. À première vue, cela peut ne pas sembler être des différences significatives. Mais si l'on considère par exemple un appareil où plusieurs contrôleurs ou capteurs fonctionnent ensemble et échangent périodiquement une énorme quantité de messages, la différence peut être frappante. Si vous utilisez votre appareil en mode basse consommation, il est conseillé d'éteindre l'horloge de tous les périphériques inutilisés afin de réduire la consommation d'énergie, car certaines parties du circuit peuvent continuer à consommer de l'énergie même lorsqu'elles sont inactives. Un exemple de périphérique fonctionnant en continu est le convertisseur analogique numérique, ADC. Ici, nous montrons un autre extrait de code où vous pouvez voir que par exemple, avec ces commandes de programme, nous pouvons activer et désactiver le signal d'horloge du port GPIO-A. Il est temps de parler davantage des périphériques de communication et plus précisément de l'optimisation de la consommation d'énergie. Quelle sorte de techniques devrions-nous envisager? Nous avons plusieurs options. Mais en général, pour les communications série, il est vrai que l'on peut économiser le plus d'énergie lorsque le bus est à l'état de repos. Une autre option pour économiser de l'énergie est le DMA, qui peut écrire directement en mémoire en contournant le processeur, ce qui est également possible dans le mode veille que nous avons vu précédemment, puisque seul le cœur du processeur est éteint dans cet état. Vous pouvez également essayer d'accélérer la communication en augmentant la valeur du débit en baux. Cela permet à la communication de s'achever dans une fenêtre de temps plus courte, de sorte que nous pouvons mettre le contrôleur en mode veille plus rapidement. Une autre option consiste à réduire la fréquence d'horloge du périphérique de communication au niveau requis par le débit en baux sélectionné. Cela minimise les changements d'horloge inutiles dans le périphérique. Une autre solution peut être de compresser les données à transmettre. Un bon exemple pour illustrer cela est si vous avez une rangée de 6 boutons dans une application et 2 LED dont vous souhaitez envoyer l'état actuel à des intervalles spécifiés. Dans ce cas, il est judicieux d'utiliser un seul paquet de 8 bits au lieu de 2 paquets séparés. Vous avez peut-être déjà entendu dans les chapitres précédents que si le périphérique actuel n'est pas utilisé, vous pouvez éteindre son horloge. C'est aussi une situation où cela dépend. Si vous souhaitez une consommation d'énergie plus faible, alors la communication sera plus lente. Cela signifie que le processus prendra plus de temps, réduisant ainsi le temps passé à l'arrêt. L'autre aspect de la situation, c'est lorsque vous souhaitez une communication plus rapide, ce qui implique une consommation d'énergie plus élevée. En contrepartie, nous pouvons garder le périphérique éteint plus longtemps. C'est vrai, mais cette méthode n'est possible que si l'alimentation électrique est capable de gérer cette montée soudaine de la demande en énergie. Dans la communication I2C, par exemple, avec une mémoire externe, il est recommandé de commencer l'adressage, si vous en avez le choix, à partir de la valeur maximale en descendant
et non à partir de 0. Cette astuce peut permettre de réaliser des économies d'énergie assez significatives. Voyons comment. Par défaut, les sorties collecteurs ouverts sont tirées au niveau logique haut grâce aux résistances RP, de sorte que lorsque la communication est initiée, le transistor commute et tire les signaux SDA et SCL au niveau logique bas. Par conséquent, pour chaque valeur binaire 0 envoyée, un courant circule à travers la résistance RP, dont la durée dépend de la vitesse de la communication. Je comprends maintenant pourquoi tu as dit qu'il vaut mieux commencer par la valeur maximale et descendre. Cette méthode permet d'obtenir le plus grand nombre de bits à la valeur 1 dans l'adresse. Oui, exactement. C'est tout ce que nous pouvions aborder dans un seul épisode. Nous vous disons au revoir pour l'instant, mais on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.